Comme vous le savez, j'adore parler. J'ai donc décidé de faire un podcast. C'est grâce à la tanière que j'ai pu réaliser mon projet. Nous l'avons tourné à ma clinique. Donc, si toi aussi, tu as envie de faire un podcast, tu as envie de jaser, eh bien, rendez-vous sur latanière.ca. Obtiens 100 $ de rabais sur ta première réservation. Alors, tout ce que j'ai à te dire, c'est bon podcast. Bonjour tout le monde, donc bienvenue à mon premier épisode à vie. J'ai décidé de commencer un podcast qui va être sur toutes les plateformes, donc j'ai l'intention de le mettre sur YouTube, Spotify, Apple Music, des épisodes sur TikTok, Instagram, tout le kit. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Avant même que je fasse Occupation Double, parce que c'est là qu'on m'a connue, je me suis souvent fait demander comment j'ai fait pour ouvrir une clinique, c'était quoi mon parcours, quelles sont les formations que j'ai faites, et comment j'en suis rendue à où je suis aujourd'hui. Puis, après mon passage d'Occupation Double, j'ai reçu énormément de messages. Encore aujourd'hui, là, tu sais, on a fini Occupation Double, c'était en début décembre. On est rendu au mois de mai. On reçoit des appels à la clinique de diverses personnes qui demandent à me parler pour que je puisse donner des informations. Premièrement, je tiens à m'excuser envers tout le monde qui a essayé de me contacter et que je n'ai pas répondu. Vous allez comprendre un peu pourquoi à travers cet épisode-là, parce que j'ai décidé de vous donner un résumé un peu de ma vie, de mon parcours professionnel, académique et tout ça, pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi est-ce que je vous ai pas répondu. J'ai reçu énormément de messages aussi sur Instagram. Je tiens encore à m'excuser pour tout le monde que je n'ai pas répondu. Ça me faisait beaucoup de peine de pas vouloir vous répondre parce que je savais pas quoi vous dire, en fait. J'étais un peu stressée. Au début, je vous dirais que avant que je fasse Occupation Double, je prenais ça un peu comme mal qu'on me demande comment est-ce que j'ai fait parce que je trouvais que... Tu sais, moi, j'ai pas demandé à personne. En fait, moi, j'ai vraiment comme été faire mes recherches. J'ai pas été voir un compétiteur pour lui demander « Hey, c'est quoi tes trucs? Je veux devenir ton compétiteur. » Fait que je le voyais un peu de cette façon-là. J'étais un peu sur la défensive. Puis quand que j'ai vu que ça a pris une expansion extrême là, après mon passage à OD, j'ai comme stressé. J'ai fait des petits états de panique aussi parce que je me suis fait pas juste écrire, mais aussi harceler. Il y a des personnes qui ont été quand même très, très intenses, qui se sont pointées à la clinique, qui se sont fait passer pour des clients pour essayer de tirer des informations, du monde qui appelait sans arrêt pour pouvoir me parler, pour que je puisse leur donner mes trucs. Fait que les personnes qui avaient pas nécessairement de mauvaise intention, j'ai pas voulu prendre de chance, puis j'ai décidé de pas répondre à personne parce que j'ai travaillé énormément, et j'en ai vécu, j'en ai bavé pour pouvoir en arriver là aujourd'hui. Ça a été un processus qui a vraiment pas été facile, mais avec du recul, une fois que la poussière a tombé, tout ça, j'ai décidé de prendre le temps puis de vous jaser, OK? Je vais vous en parler, je vais essayer de vous donner des trucs le plus que je peux. Je vais faire mon possible pour pouvoir vous guider à travers tout ce processus-là. Donc, vous allez pas avoir le choix, mais bien d'écouter mon podcast si vous voulez des réponses. Parce que de répondre à chaque personne, je me suis dit, ça va être ben trop long, je vais prendre ben trop de temps. Il y a des personnes qui m'ont demandé d'aller prendre des cafés, de faire des FaceTime, des conférences Zoom. Malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire de façon individuelle. Donc, j'ai décidé de vous le faire à travers ce merveilleux podcast. C'est un podcast qui ne sera pas nécessairement dédié seulement aux personnes qui veulent faire le même travail que moi, mais aussi pour les clients, pour les gens qui sont intéressés envers l'esthétique, le monde qui veulent parler un peu plus de santé. Ça va être quelque chose de quand même qui va englober des sujets qui sont globaux, mais il va avoir aussi un lien, une connotation envers
carrière, mon entreprise, mon passage académique et professionnel. Donc, ça va être vraiment un podcast pour tout le monde. Il va y avoir des sujets amusants quand même. T'sais, on va essayer de rigoler à travers tout ça. Il va peut-être avoir des sujets un peu plus sensibles. J'ai décidé aussi de soulever beaucoup de sujets tabous, des sujets qu'on ne parle pas, que les gens sont mal renseignés, même si ils sont plus âgés. Des fois, il y a des mythes. Fait que je vais essayer de briser tout ça. Pour que on puisse être plus ouvert d'esprit, avoir plus de connaissances. Puis je vais faire ça de façon comme facile à écouter. Tu sais, oui, il va y avoir des petits mots scientifiques, des affaires plus médicales, mais je veux vraiment que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire et que les sujets qu'on va parler. Puis ça va être vraiment comme pour tout le monde. Fait que, bon, donc tout d'abord, on y va, on commence, c'est parti. Je me présente. Je m'appelle Sarah Donia Cherif. En ce moment, j'ai 27 ans. Puis, vous m'avez toutes connue à travers Occupation Double que j'ai faite à OD dans l'Ouest. Mon petit passage de 2 semaines et demie à ce que je vois a été quand même marquant. Et je remercie tout le monde pour tout l'amour que j'ai reçu, tout le support, les beaux commentaires que vous me faites encore aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. J'ai pas eu de commentaires négatifs. J'ai pas eu de menaces, j'ai rien eu. Je touche du bois, là. Il y en a pas ici, mais j'essaye d'être une bonne personne. Puis si jamais j'ai des défauts ou quoi que ce soit, je suis tellement ouverte aux critiques. Donc, même pour le podcast, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner des trucs d'amélioration, quoi que ce soit aussi. Écoutez, là, si vous avez des sujets que vous voulez que je parle aussi dans le podcast, gênez-vous pas, écrivez-moi. Là, je vais le faire. Puis, tu sais, je vous répondrai pas la réponse directement sur Instagram ou sur email ou peu importe. Je vais le répondre en podcast. Puis, ça va me permettre aussi de trouver des sujets à discuter avec certaines invités que je vais avoir. Je vais avoir aussi beaucoup de surprises pour vous. Des invités très spéciales, de divers, des personnes que vous connaissez pas, comme aussi des personnes que vous connaissez, parce que je trouve aussi c'est important de faire valoir des personnes qui ne sont pas connues dans les médias, mais qui en ont beaucoup à discuter, des sujets vraiment intéressants, puis ils ont beaucoup de connaissances, donc j'amènerai pas n'importe qui au podcast, ne vous inquiétez pas. Toutes les personnes que j'ai sur le plateau, c'est des personnes qui sont hyper fiables et que j'admire énormément. Donc, on y va, on commence. Comment j'ai commencé? En fait, moi, à la base, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours voulu devenir médecin parce que je suis née avec une malformation cardiaque qui est une sténose pulmonaire. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, quand je suis née, ma valve pulmonaire, elle était complètement bouchée. Habituellement, ce qu'on fait avec les jeunes enfants naissants qui ont cette condition, on faisait une opération à cœur ouvert. Donc, une cicatrice ouverte de bord en bord. On ouvrait le thorax, puis on allait comme ouvrir la valve pour la débloquer. Moi, à ma naissance, je suis née à l'hôpital Jeffrey Hill à Québec. Donc, quand que je disais que je suis québécoise aussi, ben c'est parce que je suis née à Québec. En état de panique, les médecins ont demandé à ma mère, « Hey, ça te dérange-tu? On va essayer une nouvelle façon, une nouvelle étude qui a été faite. On peut, au lieu d'ouvrir à cœur ouvert, on va rentrer un cathéter jusqu'au cœur de votre enfant, puis on va ouvrir la valve à l'aide de ballonnets qu'on va gonfler. » Fait que ma mère, elle a dit, « Hey, faites ce que vous voulez, mais sauvez ma fille. » tu sais. Fait que c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont ouvert au niveau de la hanche. Ils ont rentré un cathéter jusqu'à mon cœur, puis ont dégonflé la valve. Puis, ça a fonctionné. Et mon cœur fonctionne bien. Il fonctionne pas aussi bien qu'une personne qui n'a pas de condition. C'est pas le même côté parce qu'on a un côté qui est plus gros que l'autre parce que notre cœur a besoin de plus de force habituellement d'un côté. Moi, c'est l'autre côté, le côté de la valve pulmonaire qui est comme plus gros parce qu'il y a besoin d'aller chercher plus de force de ce côté-là parce que encore aujourd'hui, ma valve n'est pas 100% effective. En fait, elle ne ferme pas complètement et elle n'ouvre pas complètement. Elle fait un petit peu des petits mouvements de vagues, ce qui fait en sorte que le sang n'est pas complet, le sang qui ne se rend pas au complet vers la dernière vésicule. Des fois, il remonte, il redescend.
Puis quand que j'étais plus jeune, j'avais comme 7 ans environ, j'étais tombée sur le dos, puis ma valve elle a complètement bouché, elle arrivait plus à fonctionner, fait que j'ai été d'urgence à l'hôpital, puis ils m'ont ouvert sous le sein, puis ils ont rentré le cathéter, ils ont refait la même procédure, ils l'ont réouvert, puis jusqu'à présent tout va bien. Donc étant donné que j'avais beaucoup de suivi quand j'étais jeune avec les médecins, j'ai un peu grandi dans l'hôpital, si on peut dire. J'étais souvent en contact avec les médecins puis les infirmières aussi. Donc, j'ai toujours voulu devenir médecin. Ça m'intriguait vraiment. Puis la cardiologie, tu sais, la science, j'en mangeais tellement à l'école. Je me forçais à étudier en sciences, que ce soit au secondaire, primaire, puis je voulais, là, tu sais. Fait que quand que j'allais terminer mon secondaire, c'était le temps de faire nos demandes d'inscription au cégep. Puis, j'avais pas les moyens nécessairement, je me disais, de faire médecine. Puis, déjà, j'avais fait une demande de prêt au gouvernement pour avoir un prêt étudiant pour pouvoir aller au cégep. Puis, mon prêt a été refusé parce que mes parents faisaient un bon salaire, mais le gouvernement ne regarde pas nécessairement le nombre de dettes que les parents ont. Fait que ça faisait en sorte que moi, je pouvais pas avoir accès. Fait que j'avais pas le choix de continuer à travailler pendant mes études. Puis, je voulais quand même pouvoir être autonome rapidement, ne pas dépendre de mes parents. Donc, j'ai décidé d'utiliser la voie qui est un peu, qui concorde à la santé. J'ai décidé d'aller faire mon DEC en sciences infirmières parce que je me suis dit, si je fais un DEC, je vais pouvoir travailler, faire de l'argent qui est raisonnable. Puis, après ça, si je décide d'aller à l'université, je vais pouvoir faire encore plus d'argent, mais au moins, j'aurai pas le même salaire que quand je travaillais en boutique à salaire minimum à 12 $ de l'heure. Donc, j'ai décidé d'aller en soins infirmiers. J'ai fait mon DEC au cégep de Bois-de-Boulogne. Ne me demandez pas pourquoi je suis allée à Bois-de-Boulogne. C'est un cégep de Bolée. Et oui, on va se le dire, cégep très compétitif. Donc, c'était hyper stressant. Les soins infirmiers, là, c'est pas facile, OK? Des fois, le monde sont comme « Ah, t'as juste fait infirmière. » Ouais, mais vas-y, fais ton DEC, on va voir, là. Surtout, passer du secondaire à un DEC en soins infirmiers. J'avais 16 ans la journée que j'ai commencé l'école. C'était quelque chose. Première session, j'ai tellement perdu de poids. Je pesais comme 92 livres là, au cégep. J'étais meg, tellement que c'était stressant. Je trouvais aussi qu'au cégep, tu sais, on avait commencé, on était comme 100 étudiants. Quand j'ai gradué en 2014, on était, je me rappelle, là, à la graduation, c'était pas long. On était 15 étudiants, dont 5 qui avaient coulé la session d'avant, donc 10 qui avaient commencé en même temps que moi quand on était 100 étudiants. À chaque session, là, c'était l'abattoir qu'on appelait, là. Tu sais, on perdait des joueurs, là. C'était vraiment quelque chose. C'était hyper stressant. Mais, j'ai vraiment persévéré puis je voulais vraiment en finir le plus possible pour pouvoir devenir autonome. À travers ces 3 ans de cégep, j'ai travaillé comme préposée aux bénéficiaires dans un CHSLD privé à Laval. Donc, tu sais, j'ai décidé d'avoir un peu plus d'expérience. Puis, lorsque j'ai terminé mon DEC en 2014, j'ai commencé... j'avais déjà commencé parce que avant qu'on fasse notre examen d'ordre d'infirmière, on peut commencer en tant que CP qu'on appelle, candidate à l'exercice de la profession infirmière. Et j'avais commencé à travailler à l'urgence à l'hôpital Fleury. Puis, j'ai resté là par la suite. Lorsque j'ai fait mon examen de l'ordre, j'ai resté à cet endroit-là, même pendant mon baccalauréat à l'université, parce que moi, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un DEC-BAC. Donc, c'est en 5 ans, tu termines puis tu deviens infirmière clinicienne. Donc, j'ai fait 3 ans de cégep, puis après ça, tu vas à l'université puis tu termines. Donc, j'ai fait infirmière technicienne, dans le fond, avec mon cégep à l'hôpital Fleury. Ça a été une expérience formidable. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles. J'étais comme l'enfant, là, c'était moi la plus jeune là, qui travaillait à l'urgence. Dans le fond, j'avais comme
18, 19 ans. J'avais 18 ans quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé comme CP. Fait que j'avais comme 19 ans quand que j'étais officiellement infirmière. Donc, à 19 ans, j'étais infirmière, ce qui est très, très jeune. Je voyais des affaires, tu prends de la maturité de même, avec tout ce que tu vois, surtout à l'urgence. Veux pas, Fleury, c'est l'hôpital, un des seuls hôpitaux qui est comme UNSIC Montréal-Nord, puis c'est dans un quartier très, très, très défavorisé. Donc, il y avait beaucoup de santé mentale, problèmes de santé mentale, overdose de drogue. On a déjà eu des tirés par balle, j'en ai vu. Tu sais, à un moment donné, on avait un jeune de 27 ans qui s'est fait tirer par balle puis a été retrouvé à côté de l'hôpital sur le bord de la rue. Fait qu'après ça, c'était comme de dealer avec toute la famille, tout ce qui englobe la police, tout ça. Fait que c'était vraiment énormément d'expériences que tu prends puis tu deviens mature rapidement. Ça a été vraiment enrichissant. Fait que, tu sais, si toi, tu as envie de devenir infirmière en soins esthétiques, là, personnellement, après l'examen, moi, je conseille et je trouve que c'est primordial d'aller travailler en santé avant tout. Tu peux pas te lancer juste en esthétique sans avoir aucun bagage au niveau de la santé parce que t'en as besoin. Donc, ça a été vraiment enrichissant. Puis comme en ce moment dans ma carrière, je trouve que si j'avais pas fait ça avant, ça serait pas qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui parce que après ça, tu prends des mesures en conséquence des expériences que tu as. Donc, ça a été ça. Puis, parallèlement, moi, lorsque j'ai fini mon DEC en juillet 2015, mon papa est décédé. Il est décédé d'une maladie qui est extrêmement rare. Dans le fond, tu as plus de chances de gagner à la loterie que d'avoir cette maladie. Ça s'appelle la fasciite nécrosante du médiastin sous le nom de mangeuse de chair. En fait, il a attrapé une infection de la gorge qui a viré en mangeuse de chair à l'intérieur. Donc, elle a décidé de manger tout comme ses tissus internes. Moi, je commençais à l'université en août. Mon père est décédé en juillet. J'avais 19 ans. Donc, lorsque mon père est décédé, j'avais pas le choix de travailler temps plein pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille parce que ma mère, elle a fait un gros choc post-traumatique. Puis, elle ne pouvait plus travailler, donc il n'y avait plus d'entrée d'argent. Il fallait comme qu'on paye l'hypothèque, Hydro-Québec, toutes les dépenses, etc. Puis, je voulais pas lâcher l'école. Moi, je trouvais que c'était vraiment important que je puisse en finir rapidement avec l'école pour pouvoir devenir autonome. Donc, j'ai décidé de faire les deux parallèlement. Je travaillais temps plein à l'urgence, puis j'allais temps plein à l'université. J'ai décidé de faire mon baccalauréat à l'Université du Québec en Outaouais, mais à Saint-Jérôme. Pourquoi à Saint-Jérôme et pas à l'UDM comme tout le monde? En fait, moi, je déteste le trafic. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Puis je trouvais que ça fait plus de sens de prendre la voiture, faire comme 40 minutes de char, pas de trafic, que de faire 40 minutes de char dans le trafic. Donc, j'ai décidé à Saint-Jérôme, puis j'ai vraiment bien aimé, honnêtement. Quand j'écoute les expériences de mes amis qui ont été ailleurs dans d'autres universités, moi, honnêtement, ça s'est tellement bien passé. Donc, si jamais vous voulez faire votre bac à l'université en tant qu'infirmière, moi, je vous le conseille. Puis, je trouve que c'est important. Quand tu finis ton DEC, là, tu vas à l'université. Obligatoirement. Il y a tellement de connaissances que tu vas aller chercher. Pas juste de ça, tu vas aller chercher beaucoup plus d'autonomie à l'hôpital. Dans ta job, tu vas avoir plus de chances d'avoir des postes supérieurs. Ton salaire aussi. Tu sais, des fois, c'est comme, oh, faut pas trop parler d'argent. Moi, je suis pas gênée, j'en parle, OK? L'argent, là, c'est important de nos jours. Tout coûte cher. La vie continue à augmenter. Nos salaires en tant qu'infirmière, c'est des salaires de femmes. Fait que veux pas, quand tu compares un métier d'homme, mettons, on va prendre un ingénieur qui a fait autant d'études qu'une infirmière, lui, il va être payé quasi le double du salaire d'une infirmière, alors qu'elle, elle sauve des vies. Lui, il sauve pas des vies, là. Mais c'est parce que nous, c'est un salaire de femme, c'est un emploi de femme. Fait qu'il y a comme une discrimination au niveau du salaire, puis je trouve ça vraiment dommage qu'au Québec, ça soit encore ça aujourd'hui. Donc, pour aller combler le faible taux de salaire, le 2 ans que tu vas aller faire de plus, là, il en vaut la peine. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à le faire. Peu importe, là, même si tu veux te rendre en esthétique, va faire ton bac.
OK, obligatoire, va faire ton bac. Moi, si j'ai des enfants, là, genre, puis ils veulent faire infirmière, oublie ça, là, ils sont obligés, je vais les amener à tous les jours, puis je vais venir les chercher. Il faut qu'ils le fassent. Donc, c'est ça, j'ai fait mon bac en même temps de continuer à travailler à l'urgence. Puis, par la suite, à mon dernier stage, j'ai fait un stage en santé mentale, dans le fond, en gestion de la santé mentale. Puis, moi, mon but avant là, de me lancer comme vraiment à 100% dans l'esthétique, ça a toujours été comme, pas un rêve, mais j'ai toujours aimé l'esthétique. Tu sais, depuis que je suis jeune, j'aime ça, je me maquille, je fais mes cheveux, tout ça. Fait que, ouais, je vais revenir un petit peu en arrière avant de vous continuer ça. Moi, quand j'ai fini mon DEC, en fait, j'avais même pas fait mon examen de l'ordre, là, en 2014. J'ai décidé d'aller faire mon cours d'injection. Fait que j'avais fini mon cégep, mais j'avais pas fait mon examen d'ordre. J'étais allée faire mon cours d'injection en médico-esthétique, donc l'introduction aux injectables, avec Dr. Blackburn. Donc, si vous me demandez où j'ai fait, je l'ai fait avec Dr. Blackburn en 2014. Donc, c'est un cours qu'elle donne en médecine esthétique. Je pense que c'était l'une des premières écoles au Québec. Je suis pas sûre, là, peut-être que je me trompe, là, mais je pense que c'était l'une des premières écoles au Québec. Puis, elle donnait aussi une partie entrepreneuriale dans son cours que je trouvais vraiment intéressant. Donc, comment commencer, tout ça. Fait que je me suis comme un peu lancée là-dedans parallèlement. Moi, je suis un peu psychopathe, là, c'est mon surnom. Je suis pas capable de bouger. Il faut que je fasse 1 million d'affaires en même temps. C'est ce qui me rend organisée. Si je fais une affaire, je suis désorganisée. J'ai besoin de faire plein de choses. J'ai besoin d'avoir plein de projets en parallèle. Donc, mon projet d'université, mon projet d'infirmière en injection. Après ça, je travaillais encore là, à l'hôpital. Donc, j'ai décidé de faire tout ça en même temps. Je suis allée passer plusieurs entrevues. J'ai travaillé pour un médecin, justement, aussi à temps partiel et une infirmière. Puis, ce qui m'avait choquée dans le temps, que j'étais comme pas tant sûre si je veux vraiment faire ça de ma vie, c'est que je me rappelle, il y avait eu une entrevue que j'avais passée, puis l'entrevue, c'était même pas axé sur t'es qui, toi? Tu sais, t'es quel genre de personne? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi ton objectif? C'était vraiment voici un crayon, je vous jure, OK? C'est un stylo. Voici ce stylo. Essaie de me le vendre. Fait que mon entrevue était basée sur vendre un stylo. Fallait que je lui vends. Fait que la conception, la vision du médecin, en fait, c'est une clinique hyper connue. Puis la vision du médecin, c'était vraiment de vendre, peu importe c'était quoi. Fait que moi, j'étais comme, mon Dieu, tu sais, comme... Tu sais, c'est pas du linge là, qu'il faut que je vende. Tu sais, déjà, je travaillais comme quand j'étais plus jeune, je travaillais beaucoup dans le retail, dans les vêtements, puis c'était vraiment beaucoup axé sur la vente. Mais là, j'étais comme là, c'est parce que c'est des injections là qu'on va faire. Là, comme je vais pas vendre des injections à une madame ou un monsieur qui en a pas besoin. Mais lui, c'était vraiment axé sur ça. Fait que j'étais comme un peu sur le choc. Fait que j'avais commencé, puis j'ai décidé d'abandonner parce que ça m'a comme un peu traumatisée. Puis même affaire avec la clinique d'infirmière que avec eux, j'avais vraiment travaillé. Puis c'était tellement poussé sur la vente que je me sentais tellement pas à l'aise. Je trouvais tellement que c'était malhonnête. Puis, ouais, ça m'a comme un peu déstabilisée là-dedans. J'étais comme un peu perdue. J'ai comme, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Tu sais, j'ai pas fait un cours de vente, là, moi, là. C'est vraiment comme, j'ai fait un cours pour sauver des vies. Donc, bref, j'ai fait ça aussi un peu à temps partiel en même temps de toutes les autres affaires que je faisais tout au long de mon baccalauréat. Puis, quand que j'étais, je pense que c'était ma 2e session, j'ai voulu me faire les sourcils parce que j'étais comme un peu tannée des maquilles, puis je les faisais au fil, puis à chaque fois, la personne au fil, elle me les amincissait. À un moment donné, j'étais rendue avec des lignes. OK, j'étais comme là, ça n'a pas de bon sens, là, faut que je trouve de quoi. Puis j'avais fait mes recherches, je voulais pas un maquillage permanent parce que ma mère en avait eu un, puis ça avait viré comme mauve, bleu, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'étais comme, impossible que j'ai ça, moi. Fait que j'avais fait mes recherches, j'avais trouvé ça microblading. Puis là, j'étais comme, c'est bien nice, comme, tu sais, c'est effet naturel, poil par poil, j'ai envie de le faire. Fait que ce que j'ai fait avant même d'aller me le faire, c'est que j'ai fait mes recherches, puis j'étais comme,
Je pourrais faire le cours. Tu sais, comme je vous ai dit, moi, je fais n'importe quoi. J'arrête pas. Fait que je suis allée faire mon cours. Ben, je me suis inscrite au cours, puis je suis allée me le faire faire comme une semaine avant. Pour en même temps que quand je suis allée faire mon cours, ben comme je savais à quoi m'attendre, je savais c'était quoi, puis tout ça. Fait que par la suite, j'ai fait mon cours, puis moi, j'ai énormément de cousins et de cousines. On est une grosse famille ici à Montréal. Fait que moi, j'étais comme, bon, mais là, moi, faut que je me pratique avant de prendre du monde que je connais pas. Fait que là, j'ai dit à toutes mes cousines, je suis comme, hey, ça vous tente d'avoir un microblading gratuit? Genre, c'est gratuit, tu sais. Fait que les autres, ils entendent gratuit, ils sont comme, OK. Mais à ce moment-là, le monde savait pas c'était quoi un microblading, là. Comme, fallait que, ce que j'avais fait, là, parce que j'étais tannée d'expliquer à chaque personne, j'avais fait comme un genre de texte que j'avais gardé dans ma section page, là, de mon cell, puis j'avais fait un copier-coller, puis à chaque fois, le monde me demandait c'était quoi ça, un microblading? J'envoyais, parce que le monde ne savait pas en tout c'était quoi, c'était tellement nouveau dans ce temps-là. Ça, c'était comme en 2016, je pense. 2015-2016 que j'avais commencé. Ouais, non, 2016. Fait que là, tu sais, j'ai fait comme toutes mes cousines, presque, là, ma mère, ma sœur, tout le monde, mes tantes, j'ai fait ma grand-mère. Ma grand-mère, là, elle a 80 ans, elle a du microblading, je tiens à le dire. Donc, j'avais comme un bagage de photos avant-après. Puis, j'ai mis ça sur Instagram, Facebook, tout ça. Puis, à ce moment-là, ça commençait les influenceurs Instagram. Là, c'était tout nouveau. Hey, t'avais genre 10 000 abonnés, là, c'était l'équivalent d'1 million aujourd'hui, là. Comme c'était big deal. Fait que là, j'étais comme, bon, ben pourquoi pas demander à un influenceur de y faire ses sourcils, puis en échange, elle va me faire de la publicité. Puis à ce moment-là, eux autres, les influenceurs, faisaient pas d'argent avec Instagram, là. Tu sais, comme je dis, 10 000 abonnés, il y avait leur job de vie, c'était genre, ils recevaient des trucs gratuits, puis c'était fou. Tu sais, c'était comme, ils étaient tellement reconnaissants à ce moment-là de recevoir que eux autres aussi, ils donnaient énormément. Tu sais, ça leur faisait plaisir de faire de la publicité sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'étaient pas habitués de recevoir quoi que ce soit. Donc, j'ai décidé de contacter plusieurs influenceurs à ce moment-là. Puis de travailler avec eux autres. Tu sais, même eux, ils savaient pas c'était quoi du microblading. Donc, je leur offrais le service gratuit, puis en échange, ils me faisaient de la publicité. Mes premières influenceurs, hey, pour vrai, là, genre, je vous remercie tellement les filles, là, parce que c'est comme vous qui m'avez comme lancé là-dedans. Puis encore aujourd'hui, jamais je pourrais ne pas être autant reconnaissante, surtout à ce moment-là. Tu sais, c'était tellement comme nouveau, même pour vous autres. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo YouTube avec Cindy Cournoyer dans le temps de sa procédure de microblading parce que personne savait c'était quoi, puis ça l'a tellement fait un boom. Ça l'avait explosé les réseaux sociaux. J'avais fait aussi Marina Bastarache, on avait fait une vidéo YouTube aussi. Tu sais, à ce moment, pour vrai, c'était tellement comme le fun. J'en avais tellement appris avec eux autres. Donc, c'est comme des filles comme ça qui m'ont aidée dans ma carrière. Fait que quand j'ai commencé, moi, à faire du microblading, c'était chez ma mère, dans ma chambre de petite jeune, dans le fond, au rez-de-chaussée, premier étage. Donc, une petite chambre que j'avais transformée en pièce d'esthétique. Fait que tout ce que je faisais à la base, c'était du microblading. Puis on se rappelle que parallèlement, je continue à travailler à l'urgence à temps complet. Puis je vais à l'université à temps complet. Je fais du microblading à temps perdu. Puis j'ai commencé à faire aussi du advertising sur Facebook un peu en ce moment-là. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des clientes que je connaissais pas, qui venaient chez ma mère. C'était du monde que j'avais jamais entendu parler, tu sais, du monde vraiment d'Internet qui bookait des rendez-vous. J'ai créé mon site Internet aussi à ce moment-là de façon toute seule. Ça s'appelle Wix, la plateforme que j'ai utilisée pour créer mon site Internet. C'est tellement facile. Si tu commences en affaires, c'est vraiment la plateforme que je te conseille parce qu'ils ont des presets, des pré-sites déjà faits. Toi, tu fais juste faire tes modifications, tu rajoutes tes textes, tes photos, tes couleurs, etc. Puis eux autres t'organisent tout ça, puis t'as comme un espace rendez-vous via cette plateforme-là. Donc, les gens ils peuvent prendre leur rendez-vous directement sur le site Internet.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Fait que des personnes que je connaissais pas, des nobody, prenaient leur rendez-vous en ligne, se pointaient chez ma mère, je leur faisais les traitements. Puis à un moment donné, j'ai tellement eu de clients qui venaient chez ma mère que je me sentais plus à l'aise parce que pauvre, elle pouvait même plus écouter la télévision. Elle pouvait pas être chiller dans le salon parce que j'étais comme, à chaque fois qu'il y a un client qui vient, je veux pas que tu sois assis dans le salon en train de genre regarder la télévision. Fait que j'ai décidé de quitter chez ma mère, puis j'ai loué un petit local dans une boutique de maillots de bain d'une influenceur qui était connue à ce moment-là. Puis, j'ai commencé là à avoir une bonne clientèle. Les gens y venaient, tout ça. À un moment donné, il fallait que je donne moins d'heures à l'urgence parce que j'avais trop de clientes en microblading. Puis, parallèlement, quand que j'ai terminé mon baccalauréat à l'université, j'avais tellement de clients qui venaient à cet endroit-là dans la boutique que j'ai décidé de encore changer de local. Puis, j'ai loué dans une clinique médicale à Rosemère. Local, j'avais espace réception, puis j'avais 3 pièces fermées. Donc là, c'était comme un step de plus. Puis, je m'étais associée avec une esthéticienne pour avoir cet endroit-là. Puis, par la suite, j'ai rajouté une autre personne, une technicienne que j'avais engagée en travailleur autonome, puis j'avais décidé de faire travailler. Là, j'ai eu comme envie de vraiment me concentrer là-dessus. Mais en même temps, j'ai toujours été effrayée. J'avais peur de me lancer dans le vide. Donc, je me suis dit, je vais prendre mon temps. J'avais pris un bail de, je pense, c'était 2-3 ans, je m'en rappelle plus trop. Fait que j'étais comme, on va y aller tranquillement, pas vite, pour pas se tirer dans le pied. Donc, j'ai fini mon baccalauréat. Ma dernière session, j'avais fait, c'est ça, mon stage en santé mentale. Puis, on m'a tellement aimé au centre de réadaptation en dépendance à Saint-Jérôme. J'avais tellement aimé ça aussi, la santé mentale, que j'avais eu un poste à la détention à Saint-Jérôme. Donc, j'ai tourné vers ça. Puis j'ai commencé à être infirmière à la prison. Mais en même temps, j'avais ma petite clinique en esthétique. Donc, je faisais les deux en même temps. J'avais fini mon bac enfin, donc une source de moins de stress. Donc là, je faisais les deux parallèlement. Et puis, vu que je voulais vraiment agrandir, j'avais investi dans ma première machine qui était le Slim Wave. C'était toute une histoire à ce moment-là. C'était un gros boom. Donc, parce que moi, j'avais pas le temps là de prendre des clients et tout ça, puis j'avais peur d'avoir un employé salarié parce que j'étais comme, je sais pas, tu sais, est-ce que je vais faire de l'argent, tout ça. Fait que j'avais décidé de prendre quelqu'un que je faisais vraiment confiance, puis je l'ai payé en tant que travailleur autonome, donc à pourcentage par traitement. Finalement, le Slim Wave, c'était fou, là, ça marchait vraiment bien. Puis, j'ai continué à travailler comme en détention pendant comme presque 2 ans. Puis, à un moment donné, c'était tellement intense, j'avais tellement de clients que je pouvais plus me rendre à la détention. Fait que j'ai décidé de mettre de côté la détention. Puis, j'ai arrêté de travailler pour le système de la santé au Québec. Ça m'a fait vraiment de la peine. Je me rappelle, j'avais pleuré quand j'ai écrit ma lettre de démission parce que j'aimais tellement ça. C'était comme, pas un dada, mais c'est tellement intéressant, enrichissant. Il y avait tellement d'expériences que j'ai vécues que ça me faisait vraiment comme la peine d'abandonner ça. Mais c'est comme un mal pour un bien parce que mon entreprise que j'ai bâtie, je l'ai bâtie de zéro, là. Fait que ça a été comme ça pendant quelques années, le temps que j'étais comme à mon local à Rosemère, puis par la suite, c'était tellement gros que là, je m'étais associée avec une coiffeuse, puis on avait ouvert un autre salon, donc c'était salon esthétique et coiffure, puis à l'ouverture, j'ai décidé d'y aller pour le tout. J'ai acheté ma première machine de laser, machine d'épilation laser, que j'ai amenée là. Puis, encore là, j'avais peur de me mouiller, tout ça. Fait que j'étais comme, oh non, je vais prendre encore une employée payée à pourcentage.
Écoutez, ne faites jamais ça. Faut faire des erreurs pour apprendre. Ça a été ma plus grosse erreur à vie, je dirais, parce que ça m'a pris 2 employés payés à pourcentage pour que je me rende compte que c'est pas tout le monde qui ont du bon cœur. Tout ce que je peux vous dire. Donc, vaut mieux avoir des employés qui sont payés de l'heure que des employés qui sont payés à pourcentage parce qu'au bout du compte, toi, tu rentres pas dans ton argent, puis l'autre personne, ben souvent, comme, faut pas faire confiance à n'importe qui. Bref. Fait que c'est ça. Donc, pendant 1 an, ça marchait super bien, l'espace. Tout allait bien. Je continuais à travailler avec les influenceurs. C'était vraiment incroyable. Puis, au mois de novembre, j'ai décidé d'acheter ma 2e machine. Ça a toujours été un rêve pour moi d'acheter une machine de détatouage parce que j'ai vécu des expériences quand même spéciales que je vais vous parler dans les autres épisodes. Puis, j'ai décidé d'acheter ma première machine de détatouage. Puis, on a commencé tranquillement. C'était pas populaire. Le monde ne savait pas trop c'était quoi, il était pas sûr, nanana. C'était comme... Mais j'ai décidé quand même d'en parler puis de pousser ça le plus possible. Malheureusement, il y a eu la COVID. On a dû fermer. Puis, en janvier, l'année passée, donc janvier... ben là, ça l'a fait 1 an cette année. J'ai passé au feu. J'ai été victime d'un incendie criminel. En fait, c'est les dommages collatéraux qui ont passé par-dessus. Il y avait une entreprise pas loin dans le même building qui a été incendiée et malheureusement, nous, on a eu les conséquences. On a passé au feu, donc j'ai tout perdu. Mes machines de laser, le salon complet. Ça a été des événements qui sont quand même très difficile. Passer au feu, c'est vraiment pas facile. C'est des expériences qui sont quand même très traumatisantes. Donc, j'ai comme sombré un peu dans la dépression, là. Je vous dirais, ça a vraiment pas été facile. Puis, par la suite, en la mi-janvier, quand que je faisais des recherches, parce que moi, j'étais comme là, il faut activer quand même malgré tout, là. Tu sais, il faut trouver une nouvelle place. Faut dealer avec les assurances. Faut comme essayer de comme agrandir puis comme essayer d'avancer, faut pas s'acharner. Donc j'ai décidé finalement que j'aimais mieux ne pas travailler en équipe en entrepreneuriat mais bien être toute seule. J'avais peur de me lancer seule, on dirait, de faire le move. Fait que tu sais quand tu travailles en entreprise ou peu importe là, c'est comme quand tu as un travail à l'université, il y en a toujours un qui fait le travail plus que les autres. Ben c'était vraiment ça que je ressentais. Donc j'ai décidé comme que c'était assez de faire tout pour tout le monde puis de vraiment de me concentrer sur moi-même. Donc, j'ai annoncé aux personnes avec qui j'étais que j'allais partir seule en business. Puis, je pense que ça l'a pas fait le bonheur de tous. Donc, il est arrivé quelques péripéties par la suite qui ont fait en sorte que j'ai perdu mes réseaux sociaux au complet. Donc, tout ce que je vous ai dit que j'avais travaillé avec les influenceurs de mon tout début, j'avais tout perdu. Il a fallu que je recommence à zéro. Ça a vraiment été très difficile. En plus de recommencer dans un nouveau local, de recommencer de nouveaux réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savent pas, bâtir un réseau social, c'est vraiment difficile. Ça prend des années, ça prend du travail, ça prend du temps. Puis veux pas, aujourd'hui, en 2022, ou que ce soit quand j'ai commencé en 2015, c'est la clé du départ. Les réseaux sociaux, c'est vraiment ce qui m'a aidé, moi, à bâtir une clientèle. Donc, de recommencer à zéro, ça a été un choc. Mais j'ai décidé de pas laisser tomber. Puis, j'ai demandé l'aide de 2 personnes que j'apprécie énormément, qui m'ont énormément aidé à me rebâtir, Rim et Claudie. Claudie, c'est une cliente que j'avais depuis longtemps, qui m'a aidée. Ça a été une de mes main influenceurs. Je te remercie énormément. Claudie vient toujours me voir à la clinique encore aujourd'hui et je l'apprécie beaucoup. Donc, elles m'ont aidé à me rebâtir. Les autres influenceurs aussi m'ont fait énormément de publicité sur les réseaux sociaux pour que les gens recommencent à me suivre parce que j'ai passé de 18 000 abonnés à 0. Donc, ça a été quand même difficile. Puis, j'ai trouvé le beau local qu'on est ensemble aujourd'hui que j'ai décidé de stripper. Donc, j'ai fait une remise à neuf. J'ai tout remis à mon goût. Tout rénové. J'ai changé l'équipe au complet. Donc là, maintenant, mes esthéticiennes, je ne les connaissais pas avant. Ils sont
incroyables. J'ai vraiment, honnêtement, là, comme encore, là, faut que je touche du bois, j'ai vraiment une belle équipe, tout le monde, on a une belle atmosphère au travail, c'est vraiment le fun. Puis, contrairement aux erreurs que j'ai faites, là, mes employés ne sont pas payés à l'acte, sont payés de l'heure. Puis, ça fait le bonheur de tout le monde. Tout le monde est content, leur salaire est fixe, sont contentes, ils ont leurs vacances, peu importe. Tu sais, comme, c'est vraiment important aussi de pas être un propriétaire d'entreprise, mais qui rough avec ses employés. Tu sais, moi, honnêtement, je leur dis tout le temps, appelez-moi pas boss, appelez-moi pas patronne. C'est vraiment comme mes petites sœurs. Moi, je les considère comme mes sœurs plus qu'autre chose parce que je trouve que c'est vraiment important d'avoir une proximité avec eux. Tu sais, je me sens tellement pas à l'aise de dire mes employés. En fait, je dis jamais mes employés, là. Je dis tout le temps genre, mes collègues, les filles qui travaillent avec moi, mes amis, peu importe. Donc, c'est vraiment important de considérer ça si tu veux te lancer en affaires. Une autre affaire aussi, pourquoi j'agis ainsi, c'est tellement difficile de trouver des bonnes personnes avec qui tu vas travailler. Les gens aujourd'hui, ils veulent pas travailler pour quelqu'un. Fait que de vouloir rentabiliser son personnel, de les rendre heureuses, pour qu'ils puissent rester avec toi, je trouve que c'est primordial et important parce que c'est difficile, tu sais. Comme je vous ai dit, moi, j'ai eu des expériences avant avec d'autres personnes que j'avais engagées. Puis ça a été vraiment pas facile. Ça a été comme le désastre. Puis c'est tellement une source de stress qui est non nécessaire, mais qui peut arriver. Donc, de vraiment comme prendre soin, faire attention aussi, de pas faire confiance malgré tout. Donc, aujourd'hui, je suis rendue là. Les gens qui me pensent aussi, t'as fait occupation double, c'est ce qui t'a amené des clients. Non, c'est pas vrai. Avant de faire occupation double, ça faisait déjà depuis 2015 que j'avais commencé, que j'avais bâti ma clientèle, même si j'ai perdu mes réseaux sociaux. Les gens, étaient là quand même, là. Tu sais, j'avais comme quand même ma source de clients, j'ai mes données de clients sur mon site internet et tout. Même si, il y a eu des embûches. Quand même pas facile. Vous allez en apprendre un peu plus au fur et à mesure des épisodes qu'il va y avoir au niveau du podcast parce que je veux pas trop vous en donner, mais vous allez comprendre à travers les épisodes divers péripéties qui m'est arrivé pendant mon parcours. Je dévoilerai pas tout mon sac aujourd'hui avec vous étant donné que c'est le premier épisode. Déjà, je suis hyper contente que vous m'écoutez, que vous preniez le temps d'apprendre à me connaître. Donc, dans les prochains épisodes, vous allez voir tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui s'est passé. Vous allez en apprendre plus. Je vais donner plus de trucs aussi. Donc, je vous remercie aujourd'hui d'avoir écouté le premier épisode. Puis, j'ai bien hâte de vous faire écouter le reste. Vous allez bien aimer. Donc, bonne journée à tout le monde. Puis, merci beaucoup. N'oubliez pas de bien prendre soin de soi. C'est vraiment l'important de penser à nous. Merci!